Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo vous présente ce que l'on nomme en gestalt thérapie et en psychothérapie les deux postures du thérapeute, à savoir la posture empathique et la posture confrontante. En effet, c'est à travers ces deux postures que le thérapeute va déployer ses interventions, tantôt dans une démarche d'ouverture, d'accueil inconditionnel du client là où il en est, dans ses schémas de pensée, dans ses représentations, dans ses croyances, dans ses blocages, dans ses résistances, et tantôt dans une attitude où il va davantage confronter le client lui-même par le questionnement, parfois même allant jusqu'à le bousculer. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais vous présenter les 4 macro-expressions du thérapeute pour la posture empathique et les 4 autres pour la posture confrontante. Une fois de plus, il va y avoir beaucoup de matière, beaucoup de contenu, des définitions, des exemples, des astuces. Donc inscrivez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, si ça vous intéresse bien entendu, et n'oubliez pas d'activer les notifications. Je tiens tout particulièrement à remercier les 100 premiers abonnés à ma chaîne, ça m'encourage vraiment à produire d'autres contenus dans les prochains mois. Alors, rentrons un peu plus dans le détail de ces deux postures. C'est quoi la posture empathique et la posture confrontante du thérapeute ? Commençons par définir ce que sont ces deux postures. La posture empathique vise à créer un climat de confiance et de sécurité où le client se sent entendu et accepté, ce qui favorise l'expression et la compréhension de soi. Elle implique que le thérapeute se met dans la perspective du client et essaie de comprendre ses sentiments, ses expériences et ses points de vue. Vous voyez, quand on parle de posture empathique, cela implique d'écouter activement, de refléter les émotions du client et de cultiver un sens de compréhension profonde et non jugeante. La posture confrontante, elle, est utilisée pour encourager le client à explorer des aspects de lui-même qu'il pourrait éviter ou refouler, afin de favoriser la croissance personnelle et le développement de l'autoconscience. Elle implique que le thérapeute puisse, de manière appropriée et respectueuse bien sûr, mettre en lumière les schémas de pensée, les résistances ou les contradictions du client. Vous voyez, en pratique, le thérapeute alterne son accompagnement à travers ces deux postures selon les besoins du client et les dynamiques présentes dans la séance. Son objectif est de maintenir un équilibre entre l'empathie et la confrontation pour soutenir le processus de changement et d'intégration du client. Et en même temps, le thérapeute a une sensibilité qui le placera naturellement dans une polarité ou une autre. Arrêtons-nous quelques instants sur ce sujet-là parce qu'il est assez intéressant en soi. Vous l'avez peut-être deviné, je suis plutôt un thérapeute empathique. Moi, ma vibration, c'est la communication non violente et j'ai vraiment une facilité à accueillir le client là où il en est, quel que soit son système de valeurs, quel que soit son système de pensée. Mais je sais que ce n'est pas suffisant dans ma pratique. Et c'est pour cette raison-là que j'ai choisi un superviseur qui est dans l'autre vibration, celle de la confrontation. Et chaque fois que nous nous appelons, chaque fois que je le consulte, il m'apporte énormément de choses, que ce soit à la fois dans ma pratique professionnelle, mais aussi personnelle. Donc si vous êtes un thérapeute, posez-vous cette question-là. C'est intéressant de prendre quelques instants pour ça. Suis-je plutôt un thérapeute dans la vibration de l'empathie ou suis-je un thérapeute plutôt dans la vibration de la confrontation? Alors, déclinons chacune de ces postures par ce que nous pourrions nommer des macro-expressions ou des sous-postures. La posture empathique déjà, que l'on peut décliner en 4 macro-expressions: l'expression empathique, les reflets empathiques, les conjonctures empathiques et la réparation thérapeutique. Nous allons les voir chacune un peu plus dans le détail. L'expression empathique déjà, qui vise à légitimiser l'expérience du client afin qu'il se sente accueilli, reconnu et compris dans l'ici et maintenant du cabinet. En ce sens, et je l'ai déjà dit, la psychothérapie est un endroit qu'il est difficile de trouver ailleurs. Cette posture demande donc d'accueillir le client là où il est, avec son niveau de conscience, ses ressentis et ses problèmes. Et ce n'est pas si simple
que ça pour le thérapeute si le client le met face à des attitudes antagonistes avec son propre système de valeurs. Ce sont donc des expressions comme « je vois que ce n'est pas facile pour vous de vivre ça » ou « c'est tout à fait compréhensible et je respecte vraiment ça ». Les reflets empathiques ensuite. Ils permettent d'exprimer le propos du client sous la forme d'une proposition de ressenti et de besoin. Carl Rogers disait « Un bon reflet empathique n'est pas une répétition, mais une révélation ». Elle demande au thérapeute d'être en lien avec les émotions de son client, tout en gardant son alignement, sa présence et l'écoute de ses propres ressentis. L'empathie est au cœur de la relation de soins et d'accompagnement des personnes en difficulté. Pour ma part, vous l'avez compris, j'utilise la communication non violente. Les conjonctures empathiques ensuite. Elles sont un pas supplémentaire au reflet empathique. Elles permettent d'aller un peu plus loin que l'expression émotionnelle du client et jouent un rôle important pour aller rechercher l'émotion source du client qui s'exprime en général à partir de ses émotions primaires. À ce propos, vous pouvez vous référer à ma vidéo sur les questions d'approfondissement où je vous explique la différence ou les grandes différences entre les émotions primaires et les émotions sources. En nommant l'émotion source, le client renforce sa conscientisation de ce qu'il se passe au plus profond de lui. Il met des mots sur des émotions qui parfois échappent à sa conscience. Ce sont des expressions comme « je vois votre sourire là quand vous évoquez ce drame ». Je pourrais aussi ressentir qu'il cache beaucoup de tristesse. Parlons maintenant de la réparation thérapeutique. Cette forme d'expression est pratiquée notamment en Gestalt. Elle permet d'utiliser la relation thérapeutique comme un levier d'expérience nouvelle et réparatrice pour le client. Dans sa posture empathique, le thérapeute peut être un facteur de résilience pour le client et réparer aussi certains enjeux de développement insuffisamment métabolisés. La réparation thérapeutique s'appuie sur la relation thérapeutique, bien entendu, et s'inscrit davantage dans un processus long d'accompagnement. Ce sont des expressions comme « je suis là vraiment pour vous aider ». Passons maintenant à la posture confrontante qui se décline elle-même en 4 macro-expressions. L'expression confrontante, être porteur d'espoir, le transfert et les interactions hors cadre. L'expression confrontante déjà. Le but de la confrontation est d'aider le client à explorer de nouvelles perspectives, de nouvelles façons d'être ou de faire, de nouvelles manières d'interagir avec son environnement. Les questions confrontantes sont utiles pour aider le client à sortir de sa zone de confort. Le thérapeute interroge, encourage et bouscule parfois. Pour que cette posture puisse être acceptée par le client, il est nécessaire bien entendu d'établir au préalable une relation thérapeutique solide avec lui. En ce sens, les questions confrontantes sont à utiliser avec délicatesse et tact, notamment en début de thérapie, quand la relation thérapeutique n'est pas encore consolidée. Le thérapeute peut, par exemple, confronter le client sur les contradictions qu'il perçoit dans son discours, sur les comportements répétitifs qui l'empêchent de progresser, ou sur les aspects non conscients de sa personnalité. Ce sont des expressions comme « Qu'est-ce que vous essayez d'éviter là en refusant de prendre contact avec votre patron ? J'ai l'impression que là, vous n'êtes pas en train de vous aider. Pourquoi insistez-vous ? Vous pensez vraiment que cette situation va s'arranger d'elle-même ? C'est intéressant, je pourrais ressentir que vous avez envie de vous faire du mal là. Pourquoi c'est là ? Parlons maintenant de l'expression « être porteur d'espoir ». Le client a besoin de retrouver de l'espoir, de croire que les efforts qu'il fait en venant en thérapie porteront leurs fruits, et le thérapeute est là, avec sa posture, pour incarner ça. Il s'agit bien sûr d'une forme de projection, mais puisqu'elle est là, autant l'utiliser. Vous voyez, en ce sens, la confiance envers le thérapeute est un élément clé de la réussite de la thérapie. Le client doit sentir que le thérapeute est compétent, à l'écoute et qu'il comprend sa situation. Cette confiance permet au client de s'ouvrir davantage et de se sentir en sécurité pour explorer ses pensées, ses émotions et ses comportements. Ce sont des expressions comme « on va travailler ça ensemble, ça va s'arranger ». Une montagne ne se gravit pas en regardant le sommet, chaque pas compte et ensemble, vous allez le faire.
Je commence à vous connaître un peu, je vois vos qualités et je vous imagine vraiment capable d'y arriver. Parlons maintenant du transfert. La relation thérapeutique est toujours dans le champ des discussions du cabinet. Le client projette un certain nombre de qualités sur son thérapeute. En psychothérapie, vous le savez, nous nommons cela le transfert. Le transfert est naturel, ce n'est pas une anomalie de la relation thérapeutique, mais plutôt quelque chose qui doit arriver et qui a besoin de faire sens à ce moment-là. Le thérapeute va accepter que ce soit là à un moment donné sans chercher à l'accentuer. Il n'est donc pas nécessaire de le nommer, hormis si cela fait sens pour la thérapie. Ce sont des interventions comme « Je pourrais avoir l'impression que vous me voyez un peu comme un père là. Que se passe-t-il pour vous ? Avez-vous besoin de mon approbation ?» Finissons par les interactions hors cadre. La différence entre une relation ordinaire et une relation thérapeutique, c'est déjà que cette dernière se fait dans un cadre déontologique et éthique bien particulier. Pour autant, la relation entre le thérapeute et son client est avant tout déjà une relation humaine, et il est normal d'être confronté parfois à des interactions sortant du cadre professionnel. Parfois, le client peut poser des questions d'ordre privé, ou peut faire des remarques inappropriées pour tenter, avec plus ou moins de conscience, un rapprochement amical, par exemple, avec le thérapeute. Comme toujours, l'intervention du thérapeute vise à prendre la matière présente pour essayer de la transformer au service de la thérapie. Alors voici des types d'interventions possibles. Ce n'est pas que je ne veux pas répondre à votre question. Et en même temps, je me demande ce que vous pourriez en faire. En quoi est-ce important pour vous que je réponde à cette question d'ordre privé ? Voilà, cette vidéo sur les 2 postures du thérapeute est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura donné des informations utiles et intéressantes pour votre pratique. La prochaine vidéo portera sur les croyances. Alors, si vous avez suivi l'ordre de parution de mes vidéos, vous avez pu constater que je l'avais déjà annoncé lors de la vidéo précédente. En fait, j'ai inversé les croyances et les postures du thérapeute parce que j'ai trouvé que ça avait davantage de sens, justement, par rapport à ça. Puisque quand on utilise la posture sur les croyances, quand on utilise le questionnement sur les croyances, on est beaucoup quand même sur la posture confrontante. Voilà, en attendant cette prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne pratique, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.